a story filled with intrigue. Right here. I'm glad now to welcome two speakers for a co-authored presentation representative of their recent collaborative project and publication on Cézanne. Since 2017, Dr. Cindy Kang has been a curator at the Barnes Foundation. I'm going to get up to give you both a seat. I feel like Britney Spears here. Oh, there's two chairs. Math. Okay. Since 2017, Dr. Cindy Kang has been a curator at the Barnes Foundation, where she specializes in modern European art, and particularly French painting and decorative arts in the long 19th century. Dr. Kang has organized several monographic exhibitions, and this June opened From Paris to Provence, French painting at the Barnes, which closed last month. Andrei Dombrowski is a professor of 19th century art at the University of Pennsylvania and author of Cézanne, Murder, and Modern Life, published in 2013, Monet's Minutes, published in 2023, and co-editor of Cézanne in the Barnes Foundation, published in 2021, following extensive study of the nearly 70 works by Cézanne in the collection. Today, they will share more on this significant project and the extraordinary collector, Alfred Barnes, who saw in Cézanne's work aspects of humanity, political life, and faith, and in whose vision we see Cézanne today at the Barnes. Thank you both. Bonjour. Alors, André et moi avons décidé de parler en français. J'espère que vous pouvez me comprendre. Alors, du 260 Cézanne qui sont aux États-Unis, 69 sont à la Barnes, avec moi. Non. Donc, évidemment, la collection du Dr. Albert C. Barnes est une des plus importantes jamais rassemblées aux États-Unis. Mais contrairement aux autres collectionneurs, ses acquisitions étaient motivées non seulement par sa passion pour les œuvres, mais aussi par la mission pédagogique de la Fondation. Alors, la Fondation Barnes, établie en 1922, offrait des cours d'analyse de l'art où les étudiants apprenaient à examiner les œuvres à travers 4 catégories principales: la lumière, la ligne, la couleur et l'espace. Et ça, c'est une méthode que Barnes a développée soi-même après avoir étudié les textes de Roger Fry et d'autres critiques d'art. Le Dr. Barnes croyait sincèrement que l'éducation de la classe ouvrière était la clé de la démocratie aux États-Unis. Et cette méthode offrait à ceux qui n'avaient aucune connaissance de l'histoire ou de la littérature une voie pour comprendre et apprécier l'art. Alors, pour pratiquer cette méthode, il suffisait d'avoir des yeux. Les œuvres de Cézanne pour Barnes constituaient l'un des piliers de son approche formaliste. Alors, Barnes est né dans un quartier pauvre de Philadelphie, mais il était un étudiant exceptionnel et il est devenu médecin à 20 ans. Il a fait fortune, pas comme médecin, mais dans l'industrie pharmaceutique. Avec un associé, il a développé en 1902 un médicament antiseptique qui s'appelait Algerol, ce qui est utilisé dans la prévention et le traitement des infections oculaires. Et l'Algerol était bientôt administré à chaque bébé né aux États-Unis au début du XXe siècle. Et en déposant la marque du médicament, Barnes s'est assuré l'indépendance financière pour le reste de sa vie. Alors, avec sa fortune nouvellement acquise, Barnes commençait à collectionner l'art. Il renouait avec son ami de lycée, William Glackens, un artiste américain bien connu au début du XXe siècle aux États-Unis, pas ici en France.
Glackens enseignait à Barnes comment voir et comprendre la peinture contemporaine. Et en février 1912, Barnes a envoyé Glackens à Paris avec $20 000 pour acheter le meilleur art moderne qu'il pourrait trouver sur le marché. Et Glackens a écrit à sa femme de Paris, je cite, j'ai fait le tour de tous les marchands et j'ai découvert que M. Barnes n'en aura pas pour son argent autant qu'il s'y attend. On ne peut pas toucher un Cézanne à moins de $3 000 et cela pour un petit paysage. Et parmi les 33 œuvres que Glackens a rapportées en 1912, se trouvait ce petit paysage de Mont-Saint-Victoire pour lequel Glackens a payé $2 640, ce qui est, je fais les calculations, aujourd'hui environ 4 000 euros. Après ce premier achat, Barnes s'est rendu lui-même à Paris 2 fois par an pour choisir des œuvres. Et je vous montre ici les premiers achats de Cézanne qu'il a fait soi-même au cours de 2 jours en décembre 1912. Le 9 décembre au Vent Rouard et puis le 10 décembre chez Vollard. Et le... There's no pointer here. It doesn't, okay. Le portrait de Madame Cézanne que j'ai entouré en orange en bas, éventuellement, il l'a vendu. Et maintenant, c'est à Detroit Institute of Art. Alors, bien que ces premiers achats soient de petite échelle, ils l'ont aidé à comprendre le marché pour l'œuvre de l'artiste et ils ont servi à établir la place fondamentale du Cézanne dans sa collection. La Première Guerre mondiale a interrompu ses activités de collectionneur et il ne voyagea pas à Paris pendant plusieurs années. Mais en 1920, Barnes reprendrait la collection de Cézanne avec éclat. Le 21 juin, il reçut un télégramme de Georges Durand-Ruel. Il a écrit 2 paysages et 12 natures mortes de Cézanne venant du musée de Hollande peuvent être achetés pour 1 850 000 francs. Mon frère a vu les tableaux, très belle qualité, besoin de hâte, inutile de faire offre plus basse. Mon frère aurait besoin de l'argent pour conclure. Ce message urgent fait référence à la vente de la succession de Cornelis Ogendijk et je ne connais pas néerlandais, je m'excuse pour la prononciation, mais Ogendijk est un riche propriétaire hollandais qui avait commencé à collectionner l'art en 1889. Lorsqu'il a reçu ce télégramme, Barnes était en train de négocier l'achat des joueurs de cartes avec Vollard. Ainsi, Barnes a décliné initialement l'offre Ogendijk, mais quand Vollard a refusé de vendre les joueurs de cartes pour le $30 000 que Barnes lui a offert, ce qui est vraiment un prix très bas, Barnes est revenu sur sa décision. Et finalement, il a payé $130 000, ce qui est essentiellement le prix demandé, pour 13 tableaux de la collection Ogendijk, certainement la plus grande acquisition de Cézanne de sa carrière de collectionneur. Et comme l'a déclaré John Rewald, le groupe d'œuvres de Cézanne le plus important qui sont jamais venus en Amérique. Et vous voyez que les 3 tableaux que j'ai entourés avec orange en bas, il les a vendus. Et le paysage est maintenant à Dallas et les 2 autres sont dans les collections privées. L'achat Ogendijk épuisa les ressources de Barnes en 1920, donc c'était une mauvaise année pour d'autres marchands qui tentaient de lui proposer des tableaux. Marius Desias avait quelques toiles qu'il a offertes à Barnes à la fin de cette année, y compris Bagnères et Rocher et La Douleur.
Et ces tableaux, comme vous le savez tous, étaient originellement exécutés pour le salon du Just Buffon. Inspiré de Courbet, la palette sombre et coups de pinceau agités ne correspondait pas à la vision formaliste de l'artiste que Barnes préférait. Il n'a jamais acheté ces types des œuvres de jeunesse un peu tourmentées. Il préférait les toiles des années 1880 et 90 et particulièrement les paysages. Et les paysages, en fait, comprennent environ 40% de la collection Cézanne à la base. Barnes se procurait ces tableaux non seulement auprès de marchands parisiens, mais aussi d'autres collectionneurs américains comme Leo Stein. Et je vais vous raconter l'histoire de Stein et ses aquarelles pour montrer à quel point Barnes était un collectionneur rapace et impitoyable. En 1921, Stein cherchait à vendre des aquarelles de Cézanne et a demandé à Barnes s'il pourrait l'aider. Barnes a écrit à Stein en avril: « Les aquarelles de Cézanne sont si légères que je n'ai pas pu obtenir d'offre dessus, ni trouver quelqu'un qui semble penser qu'elles sont suffisamment importantes pour vouloir les posséder. » À la fin, Barnes a acheté les 5 paysages pour la somme dérisoire de $100. Oui. Et le fumeur pour $200. Mais en fait, pendant la guerre, la galerie Montross à New York a vendu plus d'une douzaine d'aquarelles de Cézanne au prix environ $250 à $400 chacune. Barnes n'a jamais contacté Montross. Il dit à Stein qu'il avait approché de Zayas, Alfred Stieglitz et Duran Well, mais sans succès. Et effectivement, Barnes a profité de son ami et gagné 6 belles aquarelles, un médium jusqu'à-là non représenté dans sa collection Cézanne. Alors, que fait Barnes de tout cet art qu'il avait acheté au cours des 10 dernières années? Il a accroché ses nouvelles acquisitions non seulement dans sa maison de Marion, près de Philadelphie, mais aussi dans l'usine pharmaceutique de la A.C. Barnes Company. Ici, ce n'est pas l'usine, évidemment, c'est la galerie, mais ça, c'est la photo que j'ai dans les archives. Alors, dans l'usine, les tableaux sont devenus la base de l'éducation de ces ouvriers d'usine, qui sont pour la plupart des Afro-Américains. Barnes a organisé le travail afin que les 2 dernières heures de la journée soient consacrées à étudier et discuter les tableaux selon sa méthode d'analyse plastique. De ces séminaires d'usine, le Dr. Barnes a décidé de créer une institution qui enseignait l'observation directe et la pensée critique à travers l'art. Barnes a établi sa fondation en 1922, comme j'ai dit, et ouvert un nouveau bâtiment en 1925, conçu par l'architecte français Paul-Philippe Cret. Dans ces galeries, il accrochait ses tableaux dans des arrangements symétriques qu'il appelait ensembles. Et les ensembles étaient organisés selon les catégories de la lumière, la ligne, la couleur, l'espace, et pour enseigner la méthode Barnes. Avec ce nouveau établissement, Barnes s'est concentré plus sur l'acquisition des œuvres phares plutôt que d'obtenir une gamme d'exemples de chaque genre. Ah, voilà, les ensembles. Un exemple des ensembles aux années 1930. Alors, c'est dans ce contexte qu'il a obtenu finalement les Jewels de Capt en décembre 1925 auprès de Vollard. Barnes avait poursuivi cette œuvre phare pendant 5 ans, d'abord par Duran Well et puis par Paul Guillaume. Cet intense jeu de chat et de la souris s'est terminé avec Barnes payant $100 000, ce qui est 1,7 million d'euros aujourd'hui.
Barnes prit une pause de 7 ans dans l'achat de Cézanne après cette acquisition monumentale. Et pas par hasard, cette pause est arrivée pendant une période où le franc s'est stabilisé. Alors ça, c'est difficile à voir. Mais alors, avant 1925, pendant les années suivant la Première Guerre mondiale, le valeur du franc a rapidement diminué et Barnes pouvait exploiter le taux de change à son avantage. Et dans ce graphique, vous pouvez voir le rythme des acquisitions de Barnes, de Cézanne, tracé en fonction de la force du dollar par rapport au franc. Alors, vous voyez, après 1926, le taux de change entre le dollar américain et le franc restait stable. Vous voyez la ligne plate. Et Barnes a ralenti son activité à Paris pendant ces années. Ainsi, en agrandissant sa collection, Barnes n'était pas seulement un amateur qui cherche les meilleurs tableaux, mais aussi un opportuniste monétaire. Et on ne doit pas sous-estimer le rôle des fluctuations de taux de change dans la distribution de la peinture française moderne à travers le monde. Le Cézanne, qui a rompu la pause en 1932, était l'infâme bagneur au repos que l'État français avait décliné du legs Caillebotte en 1896. Entre 1932 et 1939, Barnes acquit régulièrement des Cézannes, principalement des paysages, bagneuses et autres compositions de figures, parce que l'achat Hoogendijk formait la majorité de ces natures mortes. Et là, je vous montre le seul nature morte qu'il a acheté pendant les années 30. Et je vous montre les acquisitions de 1932 et puis 1933, parce que c'était des années particulièrement riches. En juillet 1933, Barnes acquit les grandes bagneuses pour 60 000 $, 1 180 000 € aujourd'hui. Alors qu'il développait sa collection dans les années 30, Barnes cherchait de plus en plus des œuvres de jeunesse de Cézanne parce qu'il voulait créer une collection vraiment complète. Mais il n'aime toujours pas les œuvres un peu troublantes qui traitent les thèmes de violence érotique que André a écrit un livre sur toutes ses œuvres. En 1939, quand Barnes mettait fin à sa collection, la Ballantine Gallery à New York lui a proposé 2 œuvres. Barnes a répondu par réflexe: notre collection de Cézanne est si pleinement représentative, le fait est que l'espace de nos murs est si complètement couvert qu'il est très difficile de trouver de la place pour un nouveau tableau. Néanmoins, il finit par acheter ces 2 toiles car ils étaient des paysages des années 1860. Et ces derniers achats sont les œuvres les plus anciennes de l'artiste dans la collection. Et je crois que je dois... Alors, je vais conclure avec un petit regard sur le rôle de Cézanne dans les ensembles, parce que les ensembles étaient conçus comme des outils pédagogiques, mais ils révèlent aussi les vues particulières de Barnes sur Cézanne. Avant tout, Barnes regardait Cézanne en comparaison avec Renoir, et je termine par une citation d'un article que Barnes a publié dans la revue Art et Décoration en 1920. Il écrit: là où Renoir trouvait poésie et charme en tout, Cézanne voyait poids, masse, volume, texture, qualité tactile. Il était critique et analytique avec une haute intensité d'esprit et d'âme dans sa recherche de faits pour atteindre les sources secrètes de la structure. Alors, et maintenant, je passe la parole à André, qui va examiner de plus les écrits de Barnes sur Cézanne. Bonjour à tous. Merci Cindy. Denis, merci à toi aussi de m'avoir invité à ce grand et important colloque. Merci.
Les écrits d'Albert Barnes sur Cézanne, notamment l'art de Cézanne, avec Violette de Mazille, publié en 1939, et ses essais antérieurs n'ont jamais vraiment reçu l'attention qu'ils méritaient et révèlent une perspective nuancée, parfois assez singulière, sur l'œuvre de Cézanne, qui met l'accent sur la maîtrise technique, l'innovation structurelle, la sincérité et la sérieux moral de la peinture. Il y a Violette Mazille là. Et voilà, d'autres pages et l'introduction du livre principal. Permettez-moi de l'expliquer brièvement ici, d'autant plus qu'il s'agit de l'un des rares écrits sur l'artiste écrit par un collectionneur-interprète. La réflexion de Barnes sur Cézanne a souvent été subsommée sur le terme d'un formalisme obstiné. Mais elle comporte en réalité de nombreux aspects prémonitoires et mérite d'être soulignés. Par exemple, Barnes voyait en Cézanne une sincérité absolue de l'homme. Fin citation. Et il admirait ce que d'autres rayaient, la grossièreté de Cézanne, ses déclarations audacieuses, son apparent manque de compétences dans l'art peintre. Barnes considérait ces qualités comme des vertus et non comme des défauts. Il souligne en maintes reprises les traits de caractère de Cézanne, et c'est en fait très intéressant relié à la réception japonaise, je crois. Le doute, le travail acharné et la persévérance. Bien que ses contemporains et les critiques ultérieures aient souvent perçu Cézanne comme un artiste difficile, obstiné, travaillant lentement, voire péniblement, Barnes les considère non pas comme des excentricités négatives, mais comme essentielles à ce que a fait de Cézanne ce qu'il était. Barnes et de Mazille concèdent que Cézanne avait, je cite, une méfiance constante envers lui-même, une affirmation de soi compensatoire, une lenteur et des difficultés avec son médium. Fin citation. Ces qualités ne sont pas anodines. Elles font partie intégrante de l'être de l'artiste, ce qui a poussé Cézanne à explorer, à expérimenter, à repousser des limites de ce qui était la peinture et de ce qu'elle pouvait devenir. À cet égard, Barnes considère la lutte non pas comme une pathologie, mais comme une composante de la méthode de travail. Le plus célèbre, La doute de Cézanne de Merleau-Ponty, est d'ailleurs assez proche, je pense, à cet égard de certains propos de ce livre de Barnes, en fait. L'une des principales préoccupations de Barnes concernant Cézanne est la manière dont il parvient à ses effets. Barnes est l'une des principales lectures formalistes de Cézanne, mais la force de cette lecture a souvent été déformée par ses simplifications ultérieures, notamment par la diffusion pédagogique. Barnes incarne une éthique de la forme, presque un existentialisme de la forme, où le formel permet d'accéder aux préoccupations les plus épineuses de la vie. Barnes revient sans cesse sur l'harmonie de Cézanne, l'équilibre des formes, l'harmonie de la composition, une sorte d'ordre. Mais cet ordre n'est jamais seulement pictural, c'est aussi un ordre du monde. C'est pourquoi Barnes célèbre la valeur décorative de Cézanne, les harmonies de couleurs, le dessin des surfaces, les motifs ne sont pas des ornements, mais essentiels à l'effet. La forme, la structure et la tension vive du tableau lui-même sont ce qui compte pour lui, autant pour des raisons existentielles que formelles. À cette fin, bien sûr, il accorde une attention particulière à la technique. Coup de pinceau, structure, dessin, volume, couleur et la manière dont la peinture construit la forme. Dans l'art de Cézanne, Barnes et de Mazille fournissent
des détails assez exhaustifs. Si vous avez lu le livre, vous savez que ça continue 400 pages trop, mais c'est ça. Souvent excessif en fait, pour retracer la manière dont Cézanne a créé des effets visuels particuliers. Il s'intéresse au type de coup de pinceau, au choix de couleurs et de perspectives qui contribuent à l'impression de volume, de stabilité et de structure dans l'œuvre de Cézanne. C'est un des plus importants termes qui Barnes emploie dans ce livre. L'une des observations marquantes de Barnes est que nombre de ses œuvres sont, je cite, fondamentalement statiques, ne pas inertes ou mortes, mais actifs comme une tour, un pilier ou un contrefort. Fin de citation. Les écrits de Barnes, en effet, regorgent de métaphores politiques de force et de pouvoir adaptées à leurs époques, à l'instar du récit de Georges Clemenceau sur Monet, par exemple, avec son idée d'un artiste en lutte constante, un texte riche en métaphores d'avions et de la guerre. Autrement dit, Barnes perçoit dans les formes de Cézanne une présence architecturale solide et constante, non pas une simple illusion d'optique ou un effet visuel vacillant, mais des objets ou des espaces qui se maintiennent, qui s'affirment. Barnes met également l'accent sur l'économie des moyens. Un même coup de pinceau peut contribuer à plusieurs aspects simultanément. Définir le volume, établir la perspective, contribuer au motif de la surface. Autrement dit, forme, surface, profondeur et couleur sont souvent intégrés. Cela signifie que cela déforme l'espace, déplace le point de vue, rejette certaines illusions d'optique au profit de la structure picturale. Barnes est parmi les premières à décrire comment l'application physique de la peinture contribue à l'architecture du tableau, rappelant par exemple la célèbre idée du coup de pinceau constructif de Théodore Reff, et je pense aussi qu'il y a une relation entre les deux écrits-là. Malgré tous les défauts, et Barnes critiquait parfois les réalisations de Cézanne, pour le collectionneur et son collègue de Mazia, les tableaux démontraient parfaitement le talent de composition de l'artiste qu'il considérait comme issu de sources ayant de la sculpture égyptienne au paysage naturel. Voici de Mazia avec George O'Keeffe. Voici ce qu'il avait à dire à propos des joueurs de cartes, peut-être l'acquisition cézannienne la plus importante de Barnes. Je cite. L'effet processionnel des figures statiques déployées sur la toile a la puissance et la majesté d'une chaîne de montagnes. Voilà, c'est pourquoi la victoire est là. Il s'agit évidemment d'une sorte de transfert de la montagne Saint-Victoire aux joueurs de cartes, mais l'insistance de Barnes sur le fait que Cézanne a tout monumentalisé, tout transféré en forme architecturale est particulièrement évident ici dans cette phrase. Les lectures de ce type d'œuvre sont restées populaires. À propos de l'un des plus petits doubles joueurs de cartes, Jean Révalt, par exemple, écrivait dans les années 1990, je le cite, « La monumentalité de la figure et l'intensité silencieuse de l'homme confèrent à ce tableau la puissance d'une icône. » Fin citation. Et voilà. Il n'y a certes rien de désinvolte dans ce groupe statique de joueurs, placé avec un soin sur la toile, concentré sur l'action centrale.
ils expriment à la fois banalité et monumentalité dans ce que l'historien de l'art Maya Shapiro a qualifié de façon mémorable et célèbre comme solitaire collectif, il a dit, qui, je crois, est encore une fois une référence ou une relation avec les formulations de Barnes. Faisant le lien entre une scène sociale conviviale, celle des ouvriers agricoles en liberté, et une démonstration de technique avec son application assez systématique de la peinture, son accent sur les relations de couleurs et sans ambiguïté spatiale. Rares sont les autres tableaux de Cézanne de la collection Barnes qui transforment la vie en œuvre d'art et vice-versa de manière aussi impressionnante. Un récit antérieur similaire est en fait le livre de Gustave Coquillot de 1919 sur Cézanne, où l'on lit à propos des joueurs de cartes dans ces termes similaires. Je le cite. C'est un émouvant hommage à ceux de la glèbe qui gardent tout en jouant aux cartes un jeu pour roi fou. Taciturne dans la langue ne se délie qui sous les rasades du vin. Fin citation. En étudiant Cézanne à travers Barnes, nous obtenons à la fois un portrait d'un artiste et un aperçu de la manière dont le modernisme américain a été compris, enseigné et en partie mythifié, mais aussi comment la critique d'art peut être à la fois technique, morale et passionnée. Barnes aimait Cézanne non seulement comme l'un des grands, mais précisément parce qu'il incarnait les tensions existentielles entre tradition et innovation, entre illusion et matérialité, entre raffinement et brutalité. Ces tensions, comme le montre Barnes, ne sont pas des défauts, mais la source de la grandeur de Cézanne, un point que beaucoup d'autres critiques du milieu du XXe siècle ont également eu tendance à mettre en avant en insistant sur le fait que, chez Cézanne, la forme est solidifiée et établie en des termes souvent trop laborieux, comme une pratique symbolique orientée vers la crise morale et politique du milieu du XXe siècle.